Les mots d'ouverture. Christian, tu passes au pupitre ou... De là. Bien, tu passes la parole assez rapidement, c'est-à-dire que tu me passes rapidement la parole ou que ma parole doit être rapide. Elle le sera, de toute façon. Bon, chers amis, merci d'être là à l'heure. Merci de votre fidélité. Donc, c'est l'anniversaire de nos 20 ans, des 20 ans de la FPCN. Alors, un anniversaire, ça peut se vivre de plusieurs façons. Et en y réfléchissant, je pensais aux propos d'un président de la République de l'époque qui, pour le 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, disait que les anniversaires doivent constituer des ponts en direction de l'avenir. Je crois que c'est vraiment ça, la philosophie générale de notre anniversaire. C'est une façon de dire que nos 20 ans doivent servir, certes pour le présent, mais doivent servir aussi les combats de demain. Et à cet égard, je crois que la FPCN montre sa volonté d'être dans ces combats. Il faudra, pour donner plus de force à nos actions respectives, tenir compte de nos différences et les respecter. Respecter le savoir-faire de chacune et chacun, et puis savoir mettre en commun. Car nous avons quelque chose en commun, c'est que nous sommes tous différents. Alors, avant d'ouvrir les débats, je souhaite saluer la présence de mon excellente amie Marie-France Beaufils, qui est l'ancienne vice-présidente de la FPCN, présidente du CEPRI, avec laquelle nous avons co-présidé pendant quelques années la FPCN, elle siégeant au Sénat et moi à l'Assemblée nationale. Et on ne siégeait pas sur les mêmes bancs, en fait, mais nous nous sommes toujours bien entendus, faisant la preuve de ce que le respect des différences, ça marche. Je souhaite relever la présence de deux anciens présidents du Conseil scientifique, Paul-Henri Bourrelier, qui est le grand fondateur de ces mouvements, qui n'est pas là, mais qui nous suit en visioconférence, et Maude Devez, qui est ta prédécesseur à la présidence du Conseil scientifique. Je voudrais saluer la présence de Sylvie Gressier, au nom de la DGPR. Sylvie qui sait qu'à tout moment, lorsqu'elle veut intervenir, elle peut le faire. Et puis, je ne voudrais pas qu'on ouvre cette séance sans saluer l'avènement au poste de délégué général de la FPCN de Anne-Marie Levrault. Je crois que tout le monde de la prévention la connaît. Elle est assise modestement au premier rang, mais dans la journée, elle prendra ses fonctions quasi officiellement. Je crois que c'est important pour la FPCN à un moment où un pari d'envergure l'attend, qu'elle ait rejoint l'équipe de Roland, de Régis, des deux Michel, parce que c'est le moment phare où nous allons pouvoir sûrement drainer une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Alors, on va avoir un certain nombre de tables rondes tout au long de la journée. Je voudrais vous dire, je le crois profondément, qu'à toutes ces tables rondes, nous invitons la liberté à s'asseoir, la liberté d'expression, la liberté de penser, car c'est important. C'est important parce que, au-delà du concret, il y a une action majeure que nous conduisons. C'est qu'on va vers plus d'humains, parce qu'une société qui est sûre est une société plus humaine. Voilà, ça c'est la philosophie générale de notre journée, la mise en commun
Et puis le travail au quotidien. J'espère n'avoir oublié aucune personnalité qu'il faille citer, mais bien entendu, c'est chacune et chacun de vous qu'on salue, parce que vous êtes des amis, des partenaires, et qu'on sait pouvoir compter sur vous à tous les instants de la vie de la FPCN. Donc, bienvenue à chacune et chacun de vous, et faisons en sorte que ce 20e anniversaire, ce soit vraiment celui d'apprendre à vivre en commun, apprendre à travailler en commun et apprendre à avoir un langage commun. Ma chère amie, c'est toi qui vas présider, j'ai cru comprendre, le déroulement de la journée, alors je te passe volontiers la parole, sachant que Myriam, qui préside le conseil scientifique, est également très présente dans la gouvernance de la FPCN avec sa sagesse et le recul de sa pensée. Merci à toi pour ton travail. Merci Christian, merci à vous tous. Nous allons relever le défi dans la bienveillance et relever le défi d'un nouveau aussi programme de la FPCN. Donc c'est grâce à vous, sachez qu'effectivement c'est les membres de la FPCN qui font que ce programme existe. Donc on les remercie fortement. Nous allons maintenant partager avec vous un chantier qui s'est lancé depuis plus d'1 an, le chantier du livre blanc. Ce chantier du livre blanc, c'est François Gérard qui le porte à la FPCN. François, à toi. Bon, il y avait le programme de la journée, là. Ça, vient d'être fait. Christian Kert, Myriam Merad, je pense. Déroulé de la matinée. Ah, ça marche pas. Ça marche. Ça marche. Non, mais oui. Non, mais donne-moi plutôt le. Oui, ça marche, c'est pas grave. Il y a du Larsen. Comme vous le savez, nous allons commencer avec François Gérard. Et bien évidemment, cette matinée est composée, suite à la présentation de François, et puis la discussion qui aura lieu, en 2 parties. Cette première partie portera sur la perception des politiques publiques. Nous aurons une belle table ronde qui suivra ce projet de table ronde. Et la seconde sur les comportements adaptés. Là aussi, une belle table ronde avec de nombreux témoignages. Bonjour, merci d'être là à tous. Donc, permettez-moi de compléter Donc, je suis pilote de la mission 1 et à ce titre-là, j'ai la lourde charge de piloter aussi l'élaboration du livre blanc, dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans le déroulé de la présentation. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je rappelle que j'ai été au CGEDD en fin de ma carrière, mais avant, surtout à Météo France et dans ses satellites, y compris les vrais satellites météorologiques. Voilà, donc je vais commencer ma présentation ici. Alors, donc ça marche. Non, ça a été trop vite là. Bon, c'est pas grave. On commence tout de suite. J'ai essayé de me lancer, avant d'introduire le livre blanc, dans une perspective historique de la prévention des risques. Alors, je commence vraiment au milieu du 19e siècle. Là. À l'origine, c'est le commencement de la société du risque là, qui coïncide avec le développement de la société industrielle. Et vis-à-vis des catastrophes, on passe à ce niveau-là, à ce moment-là, de 2 concepts. La punition divine, il y a des victimes qu'il faut consoler, il faut prier pour elles, etc. Donc on parle de victimes aux notions de sinistrés. C'est tout à fait différent. Il faut de la compassion, ça c'est Napoléon III qui inaugure le système en 1856. Il faut le sinistrer, il faut donc l'indemniser et le protéger. Donc ça c'est à l'origine de la loi du 25 mai 1858 sur la protection des villes contre les inondations, qui est à l'origine de notre politique de prévention des risques. Et simultanément aussi, il y a d'autres qui se disent
suite à une autre catastrophe qui est une tempête dans la mer Noire par la gare de Crimée. Puisqu'on ne peut pas éviter les tempêtes, essayons de les surveiller pour les prévoir. Et c'est la création, par exemple, du Bureau central météorologique, qui est l'ancêtre de Météo France. Et il faut remarquer que ça a lieu à peu près à la même période dans tous les pays d'Europe occidentale. Je passe rapidement, on fait un saut tout de suite en 2000 pour essayer de garder le timing. Hein. Tiens, c'est marrant, ça. Bon, il y a des cadres. Donc on a une histoire plus que centenaire, hein, qui a été initialement centrée sur les inondations avec l'idée de faciliter les écoulements. C'est tout un concept de l'époque. Et entre 1982 et 2000, se met en place une politique de prévention des risques qui est centrée sur la solidarité. Alors, le régime CatNat, le fonds Barnier, on met en place la gestion de crise, on crée les plans Orsec, etc. Donc tout ça, c'est les principaux piliers. C'est remarqué par l'OCDE dans un rapport que la politique de 2003, que la politique de prévention des risques en France repose en fait sur les secours et l'indemnisation. Et un peu moins sur le reste parce que, voilà. Ah tiens. Bon, il y a quelque chose qui a disparu à gauche. Il y avait une case qui parlait de qu'est-ce qui s'est passé en appui de la solidarité. En 82, donc les législateurs ils disent s'il y a la solidarité des assurés, il faut que ces assurés soient au courant des risques auxquels ils sont exposés. Donc ils créent en même temps les plans d'exposition aux risques qui seront repris après sous forme de PPR en 1995. Donc ça veut dire, je dis subsidiarité là, parce que le principe c'est l'État dit le risque et le maire le met en place dans ses documents d'aménagement. Donc ça, on a un face-à-face entre le maire et le préfet à ce niveau-là. Et en appui aussi, il y a l'application de la loi de 1987 et la Convention d'Aarhus, c'est l'accès non discriminatoire aux informations pour et l'obligation pour les autorités de les fournir. Alors c'est le début du DDRM et du DICRIM, mais à la fois, qu'est-ce qu'on s'aperçoit à la fin? Que ce n'est pas toujours disponible, c'est difficile d'accès et qu'il y a des défauts aussi dans les systèmes de surveillance et d'alerte. Donc ça, c'est pas très clair. L'aspect prévention commence et l'aspect donc information et balbutiant. Donc ça, c'est clair. Donc alors je veux dire pour la disposition, l'information sur la vigilance, sur l'alerte et la prévision, les 3 dernières catastrophes de 1999, les inondations de l'Aude et les 2 tempêtes Lothar et Martienne, ont mis ça en évidence. Alors je remarque que dans le rapport de la mission Bourrelier, il y avait déjà des remarques sur ces sujets. Donc que s'est-il passé entre 2000 et 2019? Alors moi je me suis amusé à explorer la base de données EMDAT qui est utilisée par l'ONU pour faire ses statistiques sur l'évolution du nombre de catastrophes. Alors, elle a un avantage, c'est la seule base de données que j'ai trouvée qui est chronologique et en accès libre. Alors, naturellement, elle a plein de défauts. Comme elle a été créée en 1998, on n'est pas sûr de l'exhaustivité des données d'avant cette date. Et par contre, la façon dont c'est collecté maintenant, ça s'est amélioré, mais il y a des critères pour caractériser un désastre qui ne sont pas forcément ceux de tout le monde. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que dans cette base de données, il y aurait eu une augmentation des sinistres, des désastres en France entre la décennie 1980-1999 et 2000-2019. J'en tire aucune conclusion parce qu'effectivement, je soupçonne la base de données d'entre 80 et 99 de ne pas être complète. Ah, ça, c'est clair. Les décès directs auraient diminué. Là aussi. Alors, est-ce que c'est une conséquence de notre politique de prévention des risques? Et les coûts auraient stagné après cette différence. Et je suis remarqué que parmi les 22,5 milliards de dollars là, qui sont dans le truc de gauche, l'essentiel vient de Lothar et Martin. Et il n'y a rien d'autre avant. Et pour la CCR, en même temps, j'ai révélé 126 événements ayant donné lieu à arrêter CatNat. Sur la même période. Donc on voit quand même qu'il y a des différences qui sont des différences liées au fait
à la matière d'échantillonner. Alors je me suis amusé, ce qui s'est regardé en 2020. Sur EMDAT, j'ai trouvé 7 désastres, donc moins qu'en 2019. Et avec, si ma mémoire est bonne, c'est 4 météo et 3 hydrologiques. Et sur la base de données CCR, il y en a 7 aussi. Mais ce n'est pas les mêmes. Donc ça pose la question tout de suite. Et je mets ça sera à retenir pour un sujet de débat dans le livre blanc et après, c'est bien comprendre les données pour bien les utiliser et éviter de sortir comme l'OMM, de dire que les nombres de catastrophes ont été multipliés par 5 en 1970 et 2020. Alors que si on avait pris entre 2000 et 2020, on aurait constaté une baisse du nombre des catastrophes. Donc ça, il faut bien faire attention à ça. Bon. Donc, en 2016, il y a ce qu'ils appellent les 7 piliers de la prévention. Donc la DGPR publie un document, la prévention des risques majeurs, la doctrine française, qui fait le point sur l'approche ministérielle de l'époque. Donc dans ce truc, on trouve la répartition des responsabilités, ça c'est très bien. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus. La définition de ce qu'est un risque majeur et une échelle de risque. Alors à la lumière de ce qu'on va voir, je pense que ça c'est une idée personnelle, mais ça mériterait d'être un peu revu. Et enfin, les fameux 7 piliers qu'ils appellent les 7 principes. Et là aussi, il y a des choses à revoir. On va voir, parce que s'il y a des choses qui sont bien développées, les 3 à gauche, là, et les 2 à droite en haut, en bas, il y a encore pas mal de choses à faire. Hein. Et donc, comment a évolué le système entre 2000 et 2020 ? Bon, on a évolué d'abord en réaction à des catastrophes. Hein. 2003, 2004, 2003, c'est les crues du Rhône et la canicule. 2004, c'est le tremblement de terre des Saintes. 2010, c'est Xynthia et les inondations du Var. Et 2017, c'est le cyclone Irma. Donc il y a eu des conséquences, en particulier en matière de vigilance, système de vigilance hydrométéo, prévision des crues, introduction des plans, une approche planificatrice, j'ai marqué en particulier les PAPI, qui se sont développés à partir de ce moment-là. Il y a les plans communaux de sauvegarde qui se sont aussi développés. Et on a lancé un CatNat, c'est un délégué au risque majeur outre-mer. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on s'est engagé dans un mouvement international. Alors ça, c'est tout nouveau. Alors la FPCN est bien placée pour le savoir, puisqu'elle a participé au balbutiement, au démarrage de ce mouvement international durant la décennie internationale de prévention des catastrophes naturelles, des IPCN. Mais après, tout ça s'est mis en place. Et on a, au niveau de l'ONU, l'UNDRR, qui intervient au niveau des concepts et des méthodes. Alors l'Union européenne, là, est intervenue nettement mieux, puisque c'est une approche planificatrice et qui s'est traduite par la directive inondation qu'on a transmise dans le droit, dans la législation française. C'est la première fois que dans notre domaine, on a une impulsion internationale qui vient dans le droit français. On a réfléchi sur le rôle des collectivités. Donc ça, attends, je suis là. Et il y a d'autres organisations qui ont regardé ça, l'OCDE et le Conseil de l'Europe. On a réorganisé les pouvoirs publics, là je passe très vite, c'est une organisation des services de l'État et les conséquences de la loi NOTRe, MAPTAM, qui aboutit à une compétence renforcée des collectivités. Et on a mis en place des structures de gouvernance concertées, à commencer par le COPRNM, la CMI et d'autres. Dans le domaine de la science et de la culture, il y a eu plein de programmes de recherche de l'ANR, et ceci dans l'horizon 2020 de l'Union européenne, sur lequel on peut se demander comment sont utilisés leurs résultats dans la pratique. Il y a eu de très grands progrès en surveillance et prévision. Et alerte, il y a développement des bases de données, observatoires, l'ONRN, géorisque, etc. Introduction de la culture du risque, à peu près tous les plans, c'est un volet obligé, mais est-ce que c'est un volet qui est vraiment dans la tête de tout le monde? On verra ça tout à l'heure. Et il y a le changement climatique là, qui intervient en toile de fond, donc qui est pris en compte progressif dans les outils de planification. Et d'autre part, on sait que l'État français s'est doté d'une stratégie nationale d'adaptation au changement climatique, complétée par un plan. Et là, il faut réfléchir comment tout ça s'aligne avec la politique de prévention des risques. Parce que ces deux plans d'adaptation au changement climatique ont un volet risque naturel. Alors,
En 2020, on arrive à le concept réduction des risques de catastrophes et de leurs conséquences sur l'environnement et les activités humaines. La solidarité reste toujours, elle s'est même améliorée. Hein. Mais bon, le FPRNM a été étendu des expropriations au début jusqu'à pas mal de choses et le financement des études, du PPR, du PAPI, etc. Et on commence à réfléchir sur le reconstruire mieux, ça je tiens à le noter, c'est des démarrages, et le passage du FPRNM sur le budget de l'État. Ça, bon, je note ça sans jugement de valeur du tout. Sur la subsidiarité, on a une nouvelle couche qui est l'Union européenne qui donne des cadres généraux. Dans les PPR, l'État continue de dire le risque, mais joue aussi maintenant, alors ça c'est important, un rôle d'accompagnement. Il n'est plus simplement le gars qui dit voilà c'est ça, mais il accompagne, et effectivement dans toutes les structures de planification, qu'ils soient locales ou globales, dans les PAPI, dans les stratégies locales, etc. Mais il y a aussi une subsidiarité sur les systèmes de surveillance. Hein, la loi de 2003 a dit que la surveillance, la prévision et l'alerte, c'est la responsabilité, jusqu'à l'échelle du département, c'est la responsabilité de l'État, soit du ministère de l'Environnement, des GPR, soit de Météo France. Donc il y a des choses à raffiner en aval, alors qu'on sait très bien qu'il y a pas mal de choses qui se passent en aval. Et l'universalité, alors là, c'est le bourgeonnement. Hein. On reste toujours avec les DRM, les DICRIM. Il y a obligation de s'informer, IAL, hein, et un développement terrible des sources d'information en ligne. Hein. L'ONRN, Géorisque, des observatoires, chaque organisme a son propre fichier, sa propre base de données. Donc finalement, c'est quelque chose, on va voir tout à l'heure, qui est foisonnant, mais quelquefois déroutant. Progrès scientifique et technique pour la surveillance, la prévision et l'alerte, et la prise en compte de la culture du risque. Donc on a un cadre plus complet et complexe. Alors pour rigoler un peu, je fais une comparaison. En 2000, on avait 15 articles dans le Code de l'environnement. En 2020, on en a 45. En 2000, il fallait prendre 9 sigles. Maintenant, il faut en attendre plus de 20. En 2000, il y avait à peu près, qu'est-ce que j'ai dit, c'est 678 nouveaux PPR. Maintenant, il y en a plus de 10 670. Donc il y a des progrès, mais il y a de la complexification. Donc les questions. Alors le livre blanc, on a lancé ça il y a 1 an pour essayer de faire le point sur la politique de prévention des risques. Et donc on est parti sur l'idée initiale de faire un livre blanc, c'est-à-dire un rapport qui sera adressé aux autorités ou à tout le monde. Mais on a évolué sur la question et on se lance plutôt dans un processus qui sera continu avec des points de rencontres réguliers, dont celui-ci est le premier. Hein. Donc il fait suite à une enquête auprès des adhérents de la FPCN, un premier webinaire après les adhérents de la FPCN, un deuxième avec une assistance élargie. En ce moment, on continue à mettre des auditions avec des personnalités en face à face. On est parti de questions qui étaient animées, sorties des ANRN et des discussions qu'on a eues, nous, au sein de la FPCN, dans le comité de pilotage. Alors pour que ça facilite le travail des gens à qui on s'adresse, on l'a résumé en 5 thèmes qui sont là. La mobilisation, les politiques, les démarches d'aménagement, la résilience des territoires et la connaissance. Donc c'est là-dessus qu'on a réfléchi et qu'on arrive au premier résultat. Alors ça va faire plaisir aux gens de la DDPR. Il y a déjà un satisfecit, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu de critique sur le fond, ni la forme des corpus réglementaires et les outils actuels. Il y en a qui pensent que ça précise des responsabilités, que ça peut sans doute être adapté au territoire et que ça peut contribuer à la résilience. Ça, c'est le point positif, avec un petit regret que l'effort soit trop focalisé sur les inondations. Or, le point séisme aux Antilles. Bon, ça, c'est le premier. Ça, c'est le plus. C'est pas le... Et là, il y a le mais. Alors, les mais tendent plutôt à parler de perception du système. Ah, c'est ça. Il y a des problèmes de mise en œuvre, les gens trouvent que c'est complexe, parfois illisible, les documents sont non homogènes. C'est souvent considéré comme une contrainte réglementaire. Ça, moi, en tant qu'ancien inspecteur du CGEDD, je peux témoigner de ce qu'on m'a dit sur le terrain. Il y a un manque de contrôle de l'efficacité, manque d'anticipation des phénomènes extrêmes, et ça fait
ça fait penser à ce qui s'est passé dans la Roya l'année dernière. Manque d'anticipation de la gestion post-crise à long terme, et là on a introduit sur quelque chose qui concerne le Building Back Better, et membre d'exercices. On a des exercices pour les séismes, l'exercice Richter, mais pas beaucoup pour le reste. Et ça a été, voilà, c'est les mots-clés qu'on peut retirer. Donc il y a vraiment contrôle et évaluation des politiques publiques, ça c'est sorti. Hein. Évaluation de leur opérationnalité. Et avec quelquefois au niveau local, on a des obligations de réalisation, mais ça doit s'appliquer de contrôle, évaluation et sanctions. Et c'est ce que dit le point de vue citoyen aussi. Hein. Ça, c'est le point de vue des associations de sinistrés. Il faut chercher l'inspiration dans l'approche systémique et systématique apportée à la directive inondation. Donc pourquoi pas une stratégie nationale de prévention des risques naturels, pas seulement d'inondation. Il y a des points à creuser. Quelle est la légitimité des acteurs publics, notamment de l'ERM? Bon, il y avait une sortie qui est produite sur la propriété intellectuelle. Bon, ça, c'est pas prioritaire. Et parle-t-on de réduction des risques de catastrophe ou de prévention? Donc ça, c'est quelque chose dont on peut discuter tout à l'heure. Voilà, donc et après, il y a des opportunités pour sensibiliser et responsabiliser en utilisant le numérique, en se basant sur les crises majeures qui se révèlent aujourd'hui, changement climatique et même le Covid. Hein. Et enfin, il y a besoin de sensibiliser tous les acteurs, les citoyens, les acteurs économiques, pour presser à une vraie culture du risque, c'est-à-dire que ça soit bien percolé dans toute la communauté nationale, et aussi anticiper la crise. Il faut aussi, le terme de responsabilité revient encore. Donc, hein, contrôle, évaluation, responsabilité, c'est des choses qui sont sorties. Alors, il y a quelque chose que j'ai regardé aussi, mais pas personnellement, c'est l'OCDE avait établi vers 2009 ou 2010, je ne sais plus, des objectifs pour un système de prévention des risques. Alors, stratégie avec acteurs et leadership. Ah, ça aussi est mis, et c'est nouveau. Hein. Là, les papiers, etc. Il y a de la gouvernance, est-elle réellement concertée? Et y a-t-il des évaluations? C'est des questions qu'on peut se poser. Ce qui a été développé, c'est la capacité de gestion de crise, hein, en matière d'alerte et de prévision et d'alerte. Là, on peut dire que... Alors, je vais faire... quasiment toutes les catastrophes ont été bien prévues. Ces derniers temps. Hein. Ça, c'est précis à dire, mais le phénomène à l'origine de la catastrophe était bien prévu, mais il y a eu une catastrophe quand même. Donc c'est ça qui interroge. Et il faut clarifier les responsabilités en aval de l'État, même si je sais que parmi vous, ici et il y a déjà pas mal d'opérateurs qui travaillent en aval de l'État en liaison avec les collectivités territoriales. Se préparer par l'anticipation des risques, les conséquences sociales et économiques, c'est là qu'on est faible. Et en particulier dans les 7 piliers de la DGPR actuellement. Donc ça, c'est là-dessus qu'il faudra peut-être mettre le poids dans la suite. Transparence des processus décisionnels et bonne pratique par les REX. Alors ça a été dit aussi dans nos débats à nous, les retours d'expérience doivent devenir un outil de communication pour le grand public et pas simplement des rapports adressés aux... Alors, il y a eu une grande action là, sous l'égide de Gilles Pipien, là, qui était aussi GEDD, sur un manuel, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelait, les bonnes pratiques pour faire des REX. Mais là, ce qui ressort, c'est les REX, ça doit être public, enfin, du moins, sous une certaine forme. Et puis, il faut faire l'utilisation des projets de recherche. Qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'ils ont servi, etc. Et pour la sensibilisation, on note qu'il y a de nombreuses initiatives. Bon, on parlera avec IFORM tout à l'heure. Mais on note une insatisfaction dans la communauté. Alors pourquoi? C'est ça qu'il faudra discuter tout à l'heure. Et l'information est-elle bien accessible? Voilà. Et donc ce qu'on a vu, nous, en conclusion de nos premiers débats, c'est qu'il faut peut-être un peu revoir notre cadre conceptuel. Comment faut-il le revoir? À la place de l'anticipation, place de la préparation. Est-ce que c'est de la prévention? Est-ce que de la réduction du risque de catastrophe? Il y a un débat un peu intellectuel par derrière, mais qu'il faut faire pour être clair. Ensuite, on a amendé un débat sur la perception des politiques publiques. Hein.
Et en complément de ce qui a été dit au premier webinaire, c'est sorti, la complexité est un problème. Hein, et la nécessité d'arbitrer entre plusieurs objectifs, hein, le changement climatique, le trait de côte, etc. Est-ce qu'on parle d'intégration et de synergie des politiques publiques? Donc il faut traiter les thèmes de la gouvernance, et on a mis aussi la vulnérabilité. Et enfin, c'est le développement de comportements adaptés face au risque, à la place de culture du risque, hein, c'est ça. Ceci s'adresse à toute la communauté, non seulement le citoyen, mais les acteurs économiques. On a noté des points qui sont l'imprécision de vocabulaire, est-ce qu'on fait un travail communautaire ou individuel, et l'importance des exercices. Le thème est traité, c'est sur le territoire, et on a traduit la résilience, hein, qui est là le fil conducteur de notre journée, si j'ai bien compris. Donc, et pour conclure, là, j'ai commencé avec Ulrich Beck et je vais terminer par Jean-Pierre Dupuis. Moi, je me place dans la perspective d'un catastrophisme éclairé et la résilience. Donc, il faut bien voir ça pour la suite. Et donc, ça, j'ai remis la résilience, la définition de onusienne, qui est là, hein, qui parle de communauté ou société. Donc, c'est-à-dire que la résilience associe deux pôles, les pouvoirs publics, qui ont un rôle de protection, de prévention, etc. Et la société, que j'aime pas, civile, tout le reste, c'est-à-dire les citoyens, les acteurs économiques, qui doivent développer des comportements adaptés face à eux. Et ça, c'est la responsabilité du citoyen, et de l'autre côté, la responsabilité des pouvoirs publics. Donc c'est pour ça que ce matin, voilà, on vous propose, après un débat sur ma présentation, là, deux tables rondes, une sur la perception des politiques publiques et un sur le développement des comportements adaptés face aux risques. Je vous remercie de votre attention. Merci François pour cette présentation. Alors nous attendons... Moi, je ne suis pas trop en retard, donc ça va. Non, c'est parfait, c'est parfait. On a commencé avec quelques minutes de retard, mais tu as bien suivi le planning. Donc j'imagine que vous avez plein de questions et plein de propositions à faire à François. Je passerai dans la salle avec le micro. Ah voilà, c'est très bien. Je te remercie Michel. Donc, demandez le micro, n'hésitez pas. Oui. Ouais, merci François pour cet exposé qui ouvre plein de pistes. Il y en a une particulièrement que j'ai retenue, évidemment, c'est tout ce qui concerne la recherche, le pilotage de la recherche et la valorisation de la recherche. Il y a eu beaucoup de programmes depuis une quinzaine, voire une vingtaine d'années, justement. Il y a eu les programmes Rio, donc le ministère, il y a eu, je ne les ai plus en tête, hein, mais il y a eu... enfin bref, j'ai oublié les noms. Mais on ne sait pas trop, il y a eu quelques retours d'expérience, mais on ne sait pas trop comment ça a été valorisé et comment ça a infusé dans la société. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a une deuxième chose. Je pense que pour des cas particuliers, et en particulier des rétex, je pense qu'il faut un pilotage de la recherche opérationnelle et un pilotage des rétex qui déroge aux règles habituelles de la recherche. On l'a vu particulièrement pour le rétex IRMA, dans lequel j'ai été impliqué avec mon équipe et d'autres équipes. Il y a eu un appel à projet de recherche classique. C'était l'ANR Ouragan. C'est ce qu'on appelle un ANR Flash, donc qui vise à faire un retour d'expérience très rapide sur un phénomène. Le problème, c'est qu'il y a eu 4 consortiums de recherche avec une vingtaine d'équipes en tout, qui ont été retenues. Et résultat, il y a 4 consortiums et une vingtaine d'équipes qui se sont retrouvés sur un confetti, puisqu'on était sur Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à faire de la recherche quasi concurrentielle et finalement à sursolliciter les acteurs locaux et les populations sur ces retours d'expérience. Donc là, je pense qu'il aurait fallu, de la part du ministère de la Recherche, une autre méthode, une méthode de concertation, c'est-à-dire mettre ensemble les équipes qui veulent travailler dessus, demander aux chefs d'équipe, aux chefs de labo et aux directeurs de recherche,
qu'est-ce que vous nous proposez, qu'est-ce que vous pouvez faire, et puis essayer de travailler ensemble pour avoir un rétex qui soit cohérent et qui ne soit pas de la recherche concurrentielle un petit peu non productive. Okay, merci Freddy voilà, pour ces remarques intéressantes que je note. Là, c'est du travail pour la suite du livre blanc. Alors, je mets une petite expérience. Là, il y a eu un programme qui s'appelait MISEVA, dans lequel était le BRGM. Et je me souviens à l'époque, ils avaient vu que dans leurs études, ils avaient développé des indicateurs, je crois que c'est de vulnérabilité, etc. J'aurais voulu les trouver pour les appliquer sur le territoire. On m'a dit qu'il faut chercher dans les publications académiques. Donc, si j'ai bien compris, il y a aussi un défaut de l'ANR, c'est que ça sert à alimenter les publications académiques et le quotation index des chercheurs, mais pas trop ce qui va par derrière. Donc il y a un problème là, regardez de près, surtout sur d'autres sujets. Une question ? Oui, Anne-Marie. Alors, n'hésitez pas à dire qui vous êtes, Freddy Vinet pour la première question et Anne-Marie Levrault pour la seconde. En fait, c'est pas vraiment une... Enfin, si, c'est une question, mais qui ne s'adresse pas forcément à François Gérard. Mais dans le prolongement de ce qu'a dit Freddy, moi, je vois sur certains sujets, comme par exemple l'eutrophisation, il y a eu une synthèse en fait des travaux de recherche via une comment ça s'appelle, une ESCO, en fait, une expérience scientifique collective, c'est ça, qui était très très utile pour les opérationnels dont j'ai été, en fait. Et dans le domaine des risques, je ne suis pas certaine qu'il existe beaucoup de synthèses scientifiques qui seraient pourtant tout à fait intéressantes. Alors, quels sont les obstacles, quelles sont les possibilités d'impulser de telles réflexions. Enfin, je pense qu'il y a là aussi un sujet. Alors peut-être que certains des chercheurs qui sont dans la salle peuvent nous apporter quelques éléments, mais je pense qu'il y a un vrai sujet qu'on a bien identifié, qui est le problème de la vulgarisation, de l'expertise, du lien en fait entre la recherche et l'opérationnalité. C'est le cœur. Un des aspects au cœur des préoccupations de la FPCN, et je trouve qu'il y aurait une réflexion à avoir sur comment présenter les résultats de la recherche pour qu'ils soient effectivement utilisables rapidement par les opérationnels. Mais c'est une réflexion après, sauf si certains ont des éléments de réponse, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Régis Thépaut. Rappelez-vous, pour nos collègues en distanciel, oui. Votre nom et prénom. Philippe Boulet. J'ai trouvé excellent la présentation de François et de toutes les pistes ouvertes et donc du travail qui a été fait jusqu'à présent sur ce sujet. J'ai retenu deux mots et je voudrais peut-être demander comment la recherche ou les opérations se font. L'un, c'est le numérique. Le numérique. Parce que de plus en plus maintenant, les questions de statistiques, les questions de, dégâts, etc., ça se fait non pas simplement en France, mais partout dans le monde. Et en plus, on a sur l'Internet, vous connaissez ça, vous l'utilisez, mais ce qu'on appelle des open source, c'est-à-dire des méthodologies que l'on peut utiliser pour faire des simulations. Donc c'est un peu technique, tout ce que vous voulez, mais je pense que essayer d'avoir un peu, l'impact à partir de maintenant de ce que l'international peut porter, et en disant que l'international, c'est pas simplement les Nations Unies ou quoi. Il y a une source de statistiques que vous connaissez certainement et aussi d'activités possibles qui se trouvent à la Banque mondiale. Et je pense que peut-être dans une seconde partie de cette célébration, on aura peut-être l'occasion d'entendre un peu de ce côté-là. Mais enfin, vu ce que j'étais et vu ce que je suis, je crois qu'il était normal que vous attendiez de moi une question sur l'international. Voilà. François, des réactions ? Oui. Merci, Gilles Grandjean du BRGM. C'était pour apporter peut-être une précision suite à la remarque de Freddy sur la valorisation de la recherche, y compris sur les volets plus opérationnels. Je crois qu'il y a un exemple intéressant qui est celui du DRMKC au niveau européen, puisque
C'est un organisme qui centralise en fait tous les résultats de projets européens, qu'ils soient purement orientés recherche, mais aussi beaucoup plus opérationnels. Et là, il y a là une mine d'informations en fait qui peut être exploitée, qui est ouverte à tous. Donc, je pense que c'est un bon exemple. Alors, on n'a pas l'équivalent en France, mais je pense que c'est un bon exemple à suivre. Merci Gilles. Oui. Daniel Markovitch. Il s'avère qu'avec une autre casquette et dans une vie parallèle, je préside une association qui s'appelle Arceau Île-de-France, qui est une plateforme de rencontre entre des élus, des chercheurs et des opérationnels, dont une des missions, à travers ce qu'on appelle une cellule de transfert, est de valoriser les travaux de la recherche. Je prends l'exemple du programme Pyrennes-Seine ou de la zone atelier Seine, et de publier régulièrement les travaux de ces chercheurs, d'organiser aussi des colloques de restitution pour les rendre accessibles justement aux opérationnels. Ce n'est pas du grand public, mais c'est quand même de la valorisation, et c'est un mode de fonctionnement qui marche très bien actuellement. Merci Daniel. Oui, devant. Oui. Philippe Lagotterie, je suis membre du directoire de FNE, du directoire haut de FNE, pardon. Oui, je pense que vous intervenez au niveau de la recherche. Le savoir et la connaissance sont la base, la base d'une action intelligente en matière de risque. Ce qu'il faut, c'est intervenir fortement sur le transfert de ces connaissances. Rien que le fait de vous entendre, je ne suis pas un expert, mais j'ai travaillé dans le domaine des risques, rien que les sigles déjà empêchent toute personne normale de comprendre ce que vous dites. Donc, il faut faire un effort considérable de traduction de la recherche. Alors tout d'abord pour la valorisation ou la recherche pour les gens qui savent, donc traduire la recherche pour les sachants, mais il faut aussi, et c'est ça le plus dur, ce sera l'objet un peu de mon intervention tout à l'heure, traduire pour ceux qui ne savent pas et qui ne veulent pas savoir. Donc c'est ça la grosse difficulté, car le risque, il touche tout le monde. Et en général, il ne touche pas les plus riches d'ailleurs, parce qu'ils ont les moyens de déménager, d'habiter dans des endroits protégés, mais ça touche surtout les gens qui ne savent pas. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut vraiment faire un effort très important pour transférer la recherche et le savoir aux personnes qui ne savent pas. Excusez-moi d'avoir refroidi l'atmosphère. Philippe Quevillier, Commission européenne des Géomes. Je voudrais rebondir sur ce que Gilles a mentionné. Bon, effectivement, les acronymes sont toujours un peu compliqués. Des RMKC, ça vient du Centre commun de recherche, c'est le Disaster Risk Management Knowledge Center. Donc, c'est un centre de connaissances sur la gestion des risques. Dans le programme Horizon Europe, on se focalise effectivement sur ces aspects-là, sur la prévention, la préparation et la réponse aux risques. Et on a développé justement une communauté d'utilisateurs qu'on souhaite effectivement étendre au niveau national et même régional. Donc, qui regroupe des législateurs, scientifiques, praticiens, PME, industrie et représentants de la société civile. Alors, ce qui est important pour moi d'être ici aujourd'hui, dans votre anniversaire de la FPCN, c'est qu'on cherche des relais justement au niveau national qui nous permettent effectivement de transmettre les résultats de la recherche et d'avoir un feedback des experts, donc de vous, au niveau national, régional et local, qui nous permettent de mieux cibler les sujets de recherche pertinents dans ce domaine-là. Donc effectivement, moi, je vais être une éponge aujourd'hui. Je vais écouter tout ce que vous dites avec grande attention, parce qu'on est en train de programmer justement les nouveaux axes de recherche pour 2023-2024. Et s'il y a effectivement une possibilité d'aider à ce qu'il y ait un réseautage de ce type d'association en Europe, eh ben, je serais très intéressé de dialoguer avec vous sur ce sujet. Merci Philippe. Oui. Oui. Oui, juste un petit mot. Donc, Régis Thépeau, je voulais revenir sur ce qu'a dit M. Boulle. Vraiment féliciter François pour l'animation de cette réflexion, pour son style aussi. Je trouve que l'air de rien, il fait passer beaucoup de messages. Et je voulais rebondir sur un de tes messages et éventuellement te poser une question. Tu as quand même déjà, tu as dit qu'il y avait des points qui étaient très positifs. Il y avait peut-être de l'inquiétude parmi des partenaires de la FPCN, et je trouve que c'est très bien d'avoir commencé par dire ça. Et tu as quand même esquissé quelques pistes, et notamment tu as la piste sur la stratégie
non pas des risques inondations, mais des risques naturels. Et puis tu as aussi dit, il y a peut-être une piste sur les risques extrêmes. Moi, personnellement, j'ai une conviction que je voudrais éventuellement faire partager ou débattre et puis que tu y répondes. C'est compte tenu de ce qui se passe avec le changement climatique, il me semble que nos politiques publiques aujourd'hui ne sont pas à cette échelle-là, notamment pour tout ce qui est protection des personnes et non pas des biens et des personnes. Et j'aurais tendance à dire qu'il faudrait désaccoupler dans nos politiques publiques la protection des biens et des personnes. Est-ce que tu penses que dans le livre blanc, et je rejoins ce qui a été dit, on ne s'adresse pas à des chercheurs, on ne s'adresse pas à des spécialistes, on doit aussi s'adresser au public? Est-ce que tu ne penses pas que dans nos recommandations qui vont arriver un jour, il faudrait qu'il y ait une recommandation de ce style, aller au moins en France et peut-être au niveau international si on peut après, vers des stratégies de gestion des risques naturels et focaliser en priorité sur les événements extrêmes? Quand on voit ce qui vient de se passer dans la Vésubie, la Roya et ce qui s'est passé en Allemagne, en Belgique, à mon avis, il est temps de se poser ces questions. Nous prenons la dernière question. Merci. Christian. Oui, Christian Somat, donc au Comité français pour la résilience nationale. Moi, j'avais une question sur l'approche risque naturel versus l'approche autre risque ou autre menace. Je pense qu'il va être de plus en plus difficile dans les années qui viennent, compte tenu justement du niveau extrême d'un certain nombre de risques et menaces, de ne pas avoir une approche plus comprehensive, comme diraient les anglo-saxons, c'est-à-dire plus globale ou plus holistique. On peut trouver des tas de terminologies de l'ensemble de ces risques et menaces, et notamment, on ne peut pas mettre de côté la malveillance. La malveillance pouvant engendrer évidemment des phénomènes multipliés en termes de risques technologiques plus facilement, mais on peut imaginer des menaces hybrides à la lumière d'un risque naturel qui arriverait. Donc je pense qu'il va y avoir une vision beaucoup plus large aujourd'hui dans ce concept à la fois de prévention, mais comme ça a été dit, de préparation aux phénomènes extrêmes et je dirais, et la résilience pour moi, c'est avant, pendant, après, et ça doit prendre en compte une vision large des risques et des menaces. Donc je pense qu'il faut essayer de casser un peu les silos, notamment dans ces concepts de prévention et de préparation, pour avoir cette approche-là. C'est une remarque, et je pense que les travaux de la FPCN, comme nos travaux, comme d'autres travaux, doivent plus s'orienter vers une vision plus interpénétrée et moins en silo, donc moins technique parfois. Quand je dis moins technique, c'est pas le bon terme, parce qu'il faut de la technicité, bien évidemment, sur ce qui est envisagé, mais je dirais avec une vision plus large. Donc je vous propose de remercier... Oui, François, tu veux réagir ? Petite conclusion, juste pour dire par rapport à ce que j'ai entendu. J'ai bien entendu que le transfert des connaissances doit pas seulement se faire pour ceux qui savent, de sachant vers sachant, mais vers l'ensemble de la communauté nationale. Donc ça, c'est intéressant. Et surtout, ceux qui ne savent pas et qui ne veulent pas savoir, là, je suis d'accord avec complètement. Donc, on a discuté sur les histoires de transfert des recherches. Alors, dans l'UNDRR, il y a eu un débat une fois où j'ai retenu le beau mot de médiateur de la science. C'est-à-dire qu'il faut développer dans la communauté des gens qui soient des médiateurs des connaissances auprès des autorités et auprès de la population. Donc, j'ai noté qu'il y a un réseautage. Effectivement, il y a sans doute plein de structures qui travaillent déjà sur ce problème de lien recherche et opérationnel. Et la stratégie et les extrêmes, et ce qu'il a dit, pour ce qui est de coupure, alors il faut savoir qu'on n'a pas encore décidé, mais la FPCN pense étendre son domaine d'activité aux risques technologiques également, suite à des demandes du ministère de l'Environnement. Donc voilà, j'ai fini. Donc merci de votre attention. Donc on est passé de favoriser les écoulements, la solidarité et les secours, et maintenant réduction des risques de catastrophes et de leurs conséquences sur les activités humaines, dont la santé, on l'a oublié, et l'environnement. Voilà, merci. Merci beaucoup François. Merci à